Je vais vous parler de la maltraitance à travers l'expérience de notre équipe de bénévoles à Cousin de Méricourt. Expérience de bientraitance dans un EHPAD. Dans l'équipe, pour moi, cela a commencé ainsi. Au secours, à l'aide, au secours. C'est la première chose que j'ai entendue. Le premier jour de mon bénévolat. Ce cri répétitif et aigu qui filtrait des murs jusqu'au grand cèdre bleu du beau parc de l'institution. Cela m'a ouvert le cœur, bien sûr, mais aussi l'esprit. Qu'en était-il de ces structures que le tout-venant qualifie volontiers de mouroirs et que l'on aime dénoncer comme toujours maltraitantes? Reportage choc à la télé à la clé, en caméra cachée, s'il vous plaît. Premier contact. J'avais le cœur et l'esprit ouverts et la volonté de rester neutre, sans a priori et sans jugement. J'ai ainsi pu aller à la rencontre des personnes âgées malades et des soignants. Mais tout n'était pas gagné d'avance en ce premier jour. Dans les étages, j'entendais les personnes âgées crier dans leur chambre, soit le fameux « au secours », soit « maman », soit des cris inarticulés et scandés. Dans les étages, des personnes semblaient avachies, tordues, contorsionnées dans différents fauteuils. Certaines totalement immobiles comme de petites momies. D'autres remuant sans cesse ou tapant régulièrement sur la table, le regard vide, toc, toc, toc. D'autres assis bien droit, face à l'ascenseur, guettaient pendant des heures les portes qui s'ouvriraient, c'est sûr, sur le fils ou la fille, à jamais attendu. Étais-je donc tombé dans un mouroir, maltraitant, qui plus est? Était-il temps pour moi de sortir ma caméra cachée? Non. Mon cœur s'est ouvert encore plus. J'ai eu envie d'aller au-devant de cette souffrance, de cette vulnérabilité. Au début, qu'ai-je non pas écouté, mais entendu, entre autres. Ici, ils ne font rien pour moi. Je suis une laissée pour compte. C'est tout juste s'ils m'aident. Je dois me lever, m'habiller, me laver toute seule. Eux, ils ne foutent rien. Pourtant, avec le prix qu'on paye et tout ce que ça coûte à mes enfants. Mais quelle heure il est? Mais on n'a pas donné à manger depuis ce matin? Rien, rien du tout. Ils doivent le faire exprès, c'est sûr, pour me punir. Une dame dans tous ses états chuchote qu'on l'a volée, ses 2 montres en or, dans sa table de nuit. D'ailleurs, on lui vole tout. Elle n'a plus rien. Une dame vietnamienne raconte que la nuit, parfois, on la bat, parce qu'elle n'a pas assez d'argent. Et puis, il y a toutes celles qui ne disent plus rien, mais qui ont les yeux emplis de peur. Alors, mon cœur s'est ouvert encore plus. J'étais prête à rentrer dans l'équipe. L'équipe où nous avons décidé de pénétrer cet univers plus avant, de nous y intégrer plus en profondeur, de voir et d'écouter les choses de l'intérieur. Car nous ne pouvions décemment pas nous dire que dans cet EHPAD de plus de 300 lits, de plus de 200 personnels et soignants, 5 gériatres, 3 psychologues, 2 kinés, des animatrices, des coiffeuses, etc., etc., nous serions, nous, petite équipe, les 3 seules personnes à avoir des yeux, des oreilles, un cœur, des sentiments, une humanité. Notre équipe était nouvelle. Nous ne connaissions pratiquement rien à l'univers du grand âge, aux multipathologies, à la dépendance, aux maladies neurodégénératives, type Alzheimer ou Parkinson. Mais nous avions de sérieux atouts. En premier lieu, notre psychologue de groupe de parole, qui n'était autre que Joël Duleroy, devenu depuis responsable des formations. Joël qui a su nous guider et nous accompagner dans tous nos accompagnements et notre apprentissage. Apprentissage car certains d'entre nous, se sont formés non seulement à l'ASP, mais aussi aux formations de l'hôpital Bretonneau sur la personne âgée et surtout sur la maladie d'Alzheimer. Les soignants
vous avez fait venir à Cousin de Méricourt dans un projet d'accompagnement et de prise en charge palliative des personnes âgées. Nous étions donc accueillis. Encore en observation, mais de manière bienveillante. Nous avons décidé d'aller vers eux de même et de rester fidèles à nos préceptes de non-jugement. Mieux formés, nous avons alors commencé à les observer et à mieux comprendre leur travail dans toute sa complexité. Nous avons surtout commencé à écouter plus profondément les personnes âgées dans nos accompagnements, à avoir une qualité de présence. C'était devenu facile, car, comme vous l'avez bien saisi, notre cœur était déjà largement ouvert. Et là, nous avons compris l'essentiel. Nous avons compris que la teneur des propos qui nous étaient confiés dépendait de la qualité de notre écoute. Qu'il était important d'écouter la plainte, mais qu'il était aussi important d'écouter au-delà de cette plainte, ou du moins de lui donner la possibilité d'un au-delà. Et peu à peu, les personnes âgées ont commencé à nous faire confiance, et les choses ont changé. Les plaintes se sont pratiquement taries pour laisser place à la réalité de la maladie et du grand âge, c'est-à-dire la peur, la perte continue, le désarroi, l'angoisse, la très grande souffrance. Et là, je ne vous dis pas l'état de notre cœur. Il a dû s'agrandir d'un coup. Mais nous avons ainsi gagné la confiance des soignants, qui nous ont demandé si nous voulions participer avec eux à un travail de réflexion, un groupe contre la maltraitance. C'était un groupe collégial et pluridisciplinaire. Chaque fonction pilotée par la directrice et le médecin coordonnateur. Chaque fonction y était représentée, des cuisiniers aux aides-soignantes, en passant par les médecins, les psychologues, les animatrices, les personnels de l'administration, etc. Chacun ayant la même importance et la même liberté de parole au sein du groupe. C'était en 2004. Le groupe était précurseur, car les recommandations de la NESM, l'Agence nationale sur la bientraitance, ne sont apparues qu'en 2008. Nous avons finalisé un livret « Ensemble contre la maltraitance » en 2005. Puis nous avons enchaîné directement sur un autre groupe avec un guide des bonnes pratiques pour les résidents en fin de vie, paru lui en 2006. Il ne s'agissait pas là seulement d'actions ponctuelles, mais d'un véritable travail de fond, d'analyse des pratiques, de soucis éthiques sur le long terme. Pour la maltraitance, des formations continues, permanentes, ont été mises en place, par roulement, obligatoire, par petits groupes, afin de permettre à chacun de parler librement et de pouvoir utiliser les outils mis aujourd'hui à disposition, type Mobical ou Alma. Un comité de promotion de la bientraitance a également été mis en place, dont je fais partie en tant que bénévole. Le numéro, Alma, Allo Maltraitance, 3977, a été affiché en gros à tous les panneaux d'affichage de tous les étages, de tous les bâtiments. Tout cela a conduit à une véritable évolution dans la manière de penser la prise en charge de la personne âgée. Il n'y avait plus un établissement avec des règles, un fonctionnement a priori, des cases dans lesquelles les personnes âgées devaient rentrer, s'adapter, se mouler. Mais au contraire, la personne âgée était devenue le pivot, le centre des préoccupations. Et c'est l'établissement qui devait s'assouplir pour s'ajuster le plus possible aux problématiques rencontrées. La personne âgée devenait ainsi le cœur de l'établissement. Ça n'était pas évident. Il y fallait la volonté ferme de la direction et des cadres et l'adhésion de l'ensemble des intervenants. Cela s'est fait en partie
grâce au groupe de travail, où chacun s'est senti investi, représenté, reconnu dans sa profession et ses tâches, où chacun aussi a pu faire l'expérience du partage et des échanges. Cela s'est fait aussi grâce au projet d'établissement, au projet de soins et au projet de vie personnalisé. Tous les EHPAD en ont, cela fait partie de leur mode de fonctionnement. Je dois dire qu'au début, j'étais un peu sceptique. Les bénévoles ne comprennent pas tout de suite. Je me disais, mais quel projet de vie toutes ces personnes si âgées, si dépendantes, si souvent démentes, peuvent-elles encore avoir? Quand on leur posait la question, et qu'elles étaient encore capables d'y répondre, la réponse la plus directe était « voir mes enfants, rentrer chez moi, mourir le plus vite possible ». Et j'ai finalement compris que s'enquérir du projet de vie de la personne, c'est s'intéresser à son histoire, ses espoirs, aux petites, parfois toutes petites choses qui lui font plaisir. C'est s'intéresser à ses goûts, ses habitudes, à tout ce qui fait que la vie est encore de la vie au quotidien. Une très vieille dame m'a raconté l'autre jour que ce qu'elle préfère, elle, c'est la nuit. Parce qu'elle se réveille tous les matins à 4 heures pile. Et que la soignante de nuit, qui le sait, vient pour lui ouvrir ses stores. Parce que ce qu'elle aime le plus, c'est regarder le ciel, les étoiles qui pâlissent et voir le jour qui se lève peu à peu. Elle m'a dit, je regarde le ciel et je sens monter la lumière. Alors, à Cousin de Méricourt, sommes-nous encore maltraitants? Je dis encore maltraitants parce que la maltraitance est toujours un risque que l'on doit prévenir. De manière délibérée et gravement, non. Et je ne pense pas que nous l'ayons jamais été. Par manque de formation, pratiquement plus. Mais passivement, nous le sommes encore, parfois, et malgré nous, par manque de moyens, de personnel, et c'est une responsabilité sociétale. Maltraitant passivement, nous le sommes nous, bénévoles, car nous ne sommes pas assez nombreux, et c'est une responsabilité associative. Il arrive que dans mon EHPAD, je passe sans m'arrêter devant une grande souffrance que pourtant j'identifie, que je vois, que je ressens, parce que je n'ai pas le temps. Je me dis, tu ne peux pas tout faire, tu fais déjà tout ton possible. Oui, mais je me sais maltraitante en passant mon chemin et en faisant semblant de ne pas entendre, et cela me met en souffrance. Car la maltraitance a deux faces. Elle fait souffrir et le maltraité et le maltraitant. Alors, en 12 ans de compagnonnage avec les soignants, nous n'avons pas ménagé nos efforts. Nous nous sommes remis en cause. Nous continuons de le faire à travers notre groupe éthique. Nous retravaillons en ce moment les questions de la douleur et de la fin de vie, tout en sachant très bien qu'il n'y aura pas d'aide à attendre de la part de la société. Au contraire, cela se dégrade. Il y a de moins en moins de crédits. Nous, bénévoles en tant qu'équipe, nous sommes en sous-effectif, pratiquement chronique, sans coordinateur d'équipe depuis plus de 6 mois. Et nous ne voyons rien venir. Nous nous disons, il n'est pas possible que la société et que notre association ne prennent pas conscience que la priorité actuelle, en termes de prise en charge palliative, de souffrance, d'isolement, de maladies graves, de dénuement, c'est le très grand âge. Et que ce combat d'humanité, il va bien falloir le mener un jour, car il est l'enjeu majeur actuel de notre société. Il n'y a pas très longtemps, on passait une publicité à la télé qui me semble très significative. On y voyait des personnes âgées se tourner successivement vers nous et nous dire « ça n'est pas ma faute, ça n'est pas ma faute, ça n'est pas ma faute ». Et le slogan final était « l'espérance de vie s'allonge et ça n'est la faute de personne ». Qu'est-ce qu'on introduisait,
qu'est-ce qu'on introduit là? C'est simple. Vous allez tous les dire, vous qui êtes là devant moi, et bientôt, ça sera de votre faute. Je vous remercie.